Privyet. Mon nom est Frédéric Beigbeder et je suis ici pour parler du projet Vmestie. Oh là là, ça, il y a de quoi écrire plusieurs livres. J'en ai d'ailleurs écrit un sur mon enfance qui s'appelle Un roman français. Je suis né près de Paris, à Neuilly-sur-Seine, en 1965. Mon père était un homme d'affaires et ma mère s'est occupée de nous. Elle traduisait un peu des romans, mais elle était surtout à la maison. Vers l'âge de 6 ou 7 ans, ils ont divorcé, donc j'ai été élevé par ma mère avec mon grand frère. Voilà. J'ai très peu de souvenirs de ma petite enfance parce que je pense que mon cerveau a effacé toute la période qui précède le divorce. 2 garçons élevés par une femme seule, c'est ça mon enfance. C'est vrai que je suis devenu un élève assez turbulent. J'aimais beaucoup faire des blagues et faire rire mes camarades. Je crois que j'ai pas beaucoup changé d'ailleurs depuis. Je faisais pas mal de clownerie et j'étais j'étais pas le meilleur élève, mais pas le pire non plus, toujours dans la moyenne, mais avec beaucoup de problèmes de discipline. Non, j'étais plutôt un adolescent timide. J'ai toujours aimé faire des blagues et faire rire les autres, essayer de faire l'intéressant, précisément parce que j'étais timide. Je crois qu'il y a différentes sortes de timidité. Il y a des timides très renfermés qui n'arrivent pas à aller vers les autres. Mais il y a des timides excentriques aussi, qui montent debout sur une chaise ou qui vont faire des choses assez délirantes pour attirer l'attention. Je faisais plutôt partie de cette catégorie. À la maison, c'était très calme. Ma mère a eu pas mal d'amants. Donc on voyait défiler, si vous voulez, les hommes chez nous et on voyait jamais notre père. Donc si vous voulez, c'est un peu bizarre. J'ai pas vraiment de figure paternelle, à part peut-être mon frère aîné. Comme j'avais un frère aîné, en l'absence de père, il est un peu devenu la figure d'autorité de la maison. Et donc c'était constamment un peu la bagarre avec mon frère. Et puis, j'ai pas adoré l'adolescence. Je pense que c'est une phase de la vie qui est très compliquée, très incertaine. Mais je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la lecture. Et c'est peut-être au moment de l'adolescence que je suis devenu écrivain. J'ai commencé à tenir un journal, à écrire dans ce journal beaucoup de choses sur ma vie, sur mon frère, sur ma famille. Et j'ai beaucoup aimé écrire à partir de 8, 9, 10 ans et encore plus dans l'adolescence. Je rêvais de devenir écrivain. Et je lisais énormément. J'ai commencé par lire des bandes dessinées, et puis ensuite des romans de science-fiction. J'adorais la science-fiction, imaginer d'autres planètes, d'autres mondes. Ça me passionnait. Comme on voyait très rarement notre père, il a décidé de nous emmener en voyage en Indonésie. Je pense que je devais avoir 9 ans ou 10 ans. Donc il a pris ses 2 fils, et on est parti. Et à l'époque, c'était très rare de faire de grands voyages aussi lointains. C'était vraiment assez merveilleux. Et tous les trois garçons, en fait, mon père était assez jeune d'esprit, un peu playboy, assez riche et flamboyant, si vous voulez. Il a pris ses 2 fils pour aller à Bali. Et ce qui me frappe, c'est que j'ai tenu mon journal tous les jours. Je tenais ce journal, mais beaucoup moins sérieusement durant l'année. Là, j'ai pris un gros cahier et tous les jours, je remplissais ce cahier. Mon père et mon frère allaient à la plage. Moi, je restais dans la chambre pour tout noter. Tout comme si je voulais absolument graver, éterniser ce très rare moment où on était tous les 3. Et je trouve ça je sais pas, c'est triste et c'est joli à la fois, quoi, d'imaginer ce petit garçon qui préfère écrire que vivre, qui veut absolument immortaliser ce rare instant de bonheur. Je n'étais que complexe.
Il faut dire que j'avais pas de chance. D'abord, j'avais des bagues sur les dents, parce que j'avais les dents en avant. Ensuite, j'avais des lunettes, car j'étais myope. Je me suis fait depuis opérer. En plus, j'avais les oreilles décollées. Je me suis fait opérer pour recoller les oreilles, mais plus tard. Donc j'avais toujours mes oreilles qui dépassaient de mes cheveux ici, comme un éléphant. J'étais très très maigre, vraiment exagérément maigre, ce qui faisait l'objet de nombreux quolibets à l'école. On me traitait de squelette. Et puis, non, je ne m'aimais pas du tout physiquement, je ne m'aimais pas du tout. Et alors, ma grande malchance, en plus, c'est que mon frère était très très beau. Mon frère est toujours très beau d'ailleurs. Blond, aux yeux bleus, magnifique, avec beaucoup de succès féminin. Et moi, aucun. Je ne regrette pas du tout, je suis très heureux qu'elle soit révolue. Il est même arrivé que je sois très amoureux d'une fille et qu'elle sorte avec mon frère, plusieurs fois. Et j'avais peur même de présenter les filles à la maison, parce que je pensais, dès qu'elle va voir mon frère, elle va plus me voir, moi. Je ne sais pas, on a fini par m'enlever mes bagues sur les dents, me recoller les oreilles, et puis j'ai fini par, peut-être par m'accepter un peu plus. J'ai fini par devenir intéressant un peu plus. J'ai continué à écrire, mais ça s'est arrangé seulement très tard. Hein. J'ai commencé à organiser des soirées, des fêtes. Et en organisant ces fêtes, je suis devenu intéressant aux yeux des femmes. C'est vrai, c'est idiot à dire, mais grâce à toutes ces soirées où je me fatiguais à tout organiser, à organiser le bar, la musique, tout ça, je suis devenu... tout d'un coup, je me suis mis à exister, ou en tout cas, j'ai cru que j'étais aimé. J'ai commencé à embrasser des filles et tout ça. Tu es obligé de faire des efforts aussi pour être mieux physiquement, bien s'habiller, être plus brillant, faire l'effort d'être, d'être drôle, d'aller vers les autres. Et avec l'écriture, toutes ces choses sont arrivées en même temps. Et ça fait que je suis devenu un personnage à Paris. J'ai publié mon premier roman à 24 ans. Mais c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai été édité, j'ai senti que je pouvais faire ce que j'aimais, m'exprimer et toucher les gens, toucher un public. J'ai commencé à même avoir des photos dans les journaux et tout ça. Et une sorte de notoriété. Avant même d'être publié comme écrivain, j'avais déjà un nom comme une personnalité de la nuit parisienne. C'est assez étonnant. J'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Et je suis en train un peu d'écrire là-dessus pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que j'ai retrouvé des photographies, par exemple, quand j'avais 19 ans, et j'étais déjà dans les journaux. Et il y avait notamment une photo avec David Guetta. C'est assez drôle. David Guetta est devenu, vous savez, un des plus grands DJ au monde. Et chacun, voilà, on a fait notre route, mais c'était quelqu'un que je croisais beaucoup à l'époque. Donc, ouais, bizarrement, j'avais réussi à trouver un moyen d'être moins seul. J'ai eu un problème, c'est que je tombais amoureux tout le temps. Je ne comprends pas les gens qui ont du mal à aimer, parce que moi, je peux tomber amoureux assez facilement. J'avais des filles que j'idolâtrais, mais j'étais beaucoup trop timide pour qu'elles le sachent. Donc, je pourrais vous citer une liste de femmes dont j'étais vraiment très amoureux et qui ne le savent toujours pas. Alors, comment faire pour survivre à tout ça ? J'en sais rien. Peut-être le transformer en art, en faire une force. Il faut se dire que aimer, c'est beau. De toute façon, peu importe si ça donne un résultat. Il y a l'amour qu'on ressent, qui nous grandit. Et puis après, la conquête, la séduction, c'est finalement presque
presque vulgaire, enfin, moins noble en tout cas. Je pense que j'étais capable d'aimer sans réciprocité. Comme quand on croit en Dieu, on aime Dieu, mais on ne le voit pas très souvent, pour ainsi dire jamais. Et on peut tout à fait aimer juste pour aimer. On peut le voir comme quelque chose de très douloureux, c'est très douloureux. Mais c'est aussi quelque chose qui nous grandit et qui nous donne une force. Et puis un jour, on ose. Et ce jour-là, c'est un miracle. On parle beaucoup en ce moment avec hashtag MeToo, on parle beaucoup d'hommes qui forcent les femmes, qui les forcent à les embrasser. Et je ne comprends pas ça parce que moi, je souffre tellement si quelqu'un me dit non. Ça me rappelle tellement tous mes échecs que du coup, je serais incapable d'obliger quelqu'un. Si une personne me dit non, je vais immédiatement aller au bar, boire une bouteille de vodka pour oublier l'humiliation. Le non me paralyse totalement. Je ne peux pas insister, ça n'existe pas pour moi. L'idée d'insister avec une femme est impossible. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. En parallèle à ça, quand une femme dit oui, c'est tellement merveilleux. C'est quelque chose, moi, à chaque fois que ça m'est arrivé dans ma vie, qu'une femme dise oui, je suis d'accord pour t'embrasser, moi aussi je t'aime, mais c'est tellement inouï. C'est vraiment un cadeau extraordinaire. Et sans doute, si j'avais pas souffert autant, je serais moins émerveillé. J'imagine, tu dois avoir des garçons qui ont beaucoup de succès, comme mon frère, mais il y en a plein des garçons qui ont beaucoup de succès tout de suite. Je pense que quand une fille leur dit oui, ils ressentent pas le même émerveillement que moi. Pour eux, c'est un truc banal, quoi. Comme je vous l'ai un peu déjà dit, vers l'âge de 8, 9, 10 ans, j'ai commencé à écrire donc dans un cahier, un petit cahier, en prenant des notes, et particulièrement pendant ce voyage à Bali, et puis l'été suivant, dans un autre voyage en Amérique, toujours avec mon père. Et j'ai commencé à m'apercevoir que non seulement j'aimais ça, j'aimais m'extraire du monde pour l'éterniser par les mots, vraiment. Et ça, pour moi, ça reste ma définition de la littérature. Je pense la littérature, c'est sortir de la vie pour la rendre immortelle. Donc j'ai commencé à faire ça très très tôt. Et puis et je me suis aperçu aussi que quand je faisais lire mes textes à ma mère, à des amis, ils trouvaient ça plutôt marrant. Ils s'ennuyaient pas. Il y en a qui faisaient des critiques, mais peut-être que j'étais doué pour ça. Et très tôt, j'ai commencé à écrire donc des pièces de théâtre qu'on a jouées avec mon frère, ou un petit journal que je vendais à mes parents. Et toute cette écriture, je me suis dit, c'est dingue, ce serait vraiment extraordinaire si je pouvais faire de ça mon métier. Alors j'ai essayé d'écrire des histoires, des romans. Je me souviens même très jeune, j'avais présenté, mais à l'âge de 16 ans, un manuscrit à un éditeur qui l'avait refusé. Et j'ai recroisé cet éditeur, qui s'appelle Jean-Pierre Ramsay. Il existe. Et Jean-Pierre Ramsay, je l'ai recroisé récemment, il m'a dit « Tu te rends compte, quand tu avais 16 ans, tu m'as proposé ton premier livre, et j'ai dit non, mais quel con !» Et aujourd'hui, je ne sais même pas où il est, ce texte. Mais finalement, quand j'ai été publié à l'âge de 24 ans, ce qui est très jeune, j'avais beaucoup de chance, mais pour moi, c'était déjà très tard. J'avais déjà essuyé pas mal de refus. J'avais l'impression que 24 ans, pour quelqu'un qui a commencé à écrire à 8 ans, si vous voulez, c'est que j'ai attendu très longtemps avant d'être publié. En fait, faut savoir que j'ai jamais pensé vivre de mes livres. Au départ, j'ai quand même fait des études et je pensais que j'écrirais des livres, mais je ne gagnerais pas ma vie avec ça.
je suis rentré, j'ai commencé à écrire dans les journaux, des articles. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ces soirées qui me rapportaient un peu d'argent, des soirées un peu partout, dans les boîtes de nuit et tout ça. Et puis aussi, la publicité. J'ai commencé à travailler juste après avoir publié mon premier roman. À l'âge de 25 ans, je suis rentré chez BBDO, une agence de publicité. Et donc, j'ai eu une sorte de double vie. J'écrivais mes livres et je gagnais ma vie avec d'autres métiers. C'est seulement à partir de 99 francs, au moment où j'ai craché sur ce métier qui me faisait bien vivre, c'est à partir de là que, bizarrement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été viré de la publicité et à ce moment-là, mes livres se sont mis à se vendre. Grand coup de chance, parce que j'aurais pu perdre mon gagne-pain tout en ne vendant pas de livres. Et à ce moment-là, j'aurais été un chômeur complètement fauché. Mais bon, voilà, c'est une... comment on peut dire le destin m'a souri à ce moment-là. Le destin m'a vraiment souri parce que j'en pouvais plus de ne pas vivre de ce que j'aimais faire. Et je ne sais pas si j'aurais tenu encore longtemps. Alors j'ai écrit ce livre tellement énervé, et je pense peut-être que les gens l'ont senti. Ils ont senti qu'il y avait une rage dans ce livre-là, et c'est comme ça qu'il a marché. Une chose aussi qui est assez horrible et amusante à la fois, c'est que mes parents ne m'ont pas du tout encouragé à écrire. Mon père, en particulier, qui donc est un homme d'affaires, un businessman, pour lui, il trouvait ça complètement ridicule que je me prenne pour un écrivain. Et il me disait, mais comment tu vas gagner ta vie? Et il ne respectait que mon métier de publicitaire. Là, j'étais pour lui, oui, d'accord, je gagnais un salaire important, donc ce métier-là était important. Et c'est seulement quand il y a eu le succès, à partir des années 2000, que là, mon père a dit « Ah, donc ça te rapporte de l'argent, donc c'est bien. » Mais en réalité, j'ai compris récemment que, puisque moi-même je suis père, j'ai une fille de 20 ans, et récemment elle m'a dit qu'elle voulait être cinéaste, et je me suis mis à lui parler exactement comme mon père à l'époque. C'est-à-dire que j'ai dit à ma fille, mais ça va pas la tête, le cinéma, qu'est-ce que c'est que ces rêves, c'est impossible, il faut que tu fasses un métier sérieux. Et en disant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est sans doute de l'amour de dire ça, parce qu'on a envie que son enfant ne soit pas déçu. On a envie de protéger son enfant, et c'est pas méchant. Et c'est drôle parce que ma fille Chloé, qui a 20 ans, qui a réalisé 3 courts-métrages, à chaque fois qu'elle me montre son travail, je ne dis que des choses gentilles, toujours. Je dis toujours que c'est génial, je veux jamais reproduire ce truc de mon père. Et du coup, elle me reproche d'être trop gentil. Elle me dit, mais de toute façon, toi, tu aimes toujours tout ce que je fais, alors ça n'a pas de valeur, de toute façon, tu dis rien. Tu pourrais me dire ce que tu penses vraiment. Et moi, je dis toujours, non, c'est super, c'est super. Une catégorie de la population qui est obligée d'écrire. C'est une maladie, ça vous tombe dessus. Et vraiment, comme je me souviens, à l'école, il y avait un camarade en classe qui dessinait tout le temps. Et j'étais très épaté, parce que très jeune, c'était un garçon qui dessinait, par exemple, il savait dessiner des avions, des chevaux, mais vraiment parfaitement, et sans avoir appris. Ça lui était tombé dessus, il avait ça. Et il y a des gens qui ont presque, c'est comme une infirmité. Au lieu d'aller jouer au foot dans la cour, ils se mettent à écrire ou à dessiner. Et j'ai jamais compris, je sais pas d'où ça vient, mais il fallait que je fasse ça à tout prix, et puis depuis toujours. Et peu importe si j'avais pas vendu un exemplaire, j'aurais continué toute ma vie, probablement. On veut pas qu'ils souffrent, donc on préfère qu'ils aient des métiers qui soient des métiers sécurisants, des métiers rassurants. Dire à ses parents « je veux être écrivain, je veux être artiste », c'est ce qu'il y a de pire. Ils se disent il y en a 1 sur 1 million qui réussissent dans ces métiers-là, donc
mon enfant que j'aime le plus au monde se condamne à une vie de clochard. Et du coup, maintenant, rétrospectivement, je vois que mon père, en fait, ne me détestait pas. Mais il s'y est pas bien pris. Parce par exemple, il m'a dit oui, bon, j'ai lu ton livre, là, c'est quand même pas Dickens. Alors cette phrase-là, moi, j'étais en guerre contre lui. Oui, voilà, si vous voyez un jeune homme qui veut écrire et vous lui dites, bah, ok, c'est pas Dickens, c'est pas très très encourageant, quoi. Mais bon, parce que je lisais beaucoup, parce que je me comparais aussi, et je me disais, ok, je suis pas Dickens, mais je peux faire quand même parfois un peu mieux que certains trucs que je lis et qui sont publiés. Et je voyais, en lisant les journaux, j'étais pas loin d'être le meilleur, mais j'étais pas non plus le pire dans ce secteur-là. Et c'est ça qui m'a donné confiance. Et je pense que, je sais pas, pour tout jeune qui veut faire un métier artistique, c'est important de s'informer, de se comparer aux autres. Il y a beaucoup mieux que nous, mais il y a aussi bien pire. Et c'est ça qui nous donne la force. Je ne peux parler que de ce que j'ai connu moi. Vraiment, la lecture et la culture en général m'a infiniment aidé. Je pense la compagnie des livres et des disques que j'écoutais, les films que j'allais voir au cinéma ou en vidéo quand les magnétoscopes sont arrivés, tout ça m'a forgé. C'est-à-dire qu'il faut compter sur sa famille. Si jamais sa famille, ça marche pas, des amis. Mais si jamais on n'a pas d'amis, alors il faut aller voir l'art, la culture, les livres, les films, les disques, je sais pas moi, les expositions, les musées. On est moins seul en compagnie de tous ces gens. D'après les rencontres que je fais avec des lecteurs, il semblerait que il y a 2 livres qui aident les gens à aller mieux quand ils vont pas bien. Et ce sont mes livres les plus personnels. C'est un roman français, donc où je raconte mon enfance comme je vous l'ai raconté, mais sur 300 pages. Et L'amour dure 3 ans. Ces 2 livres-là sont des livres assez simples, écrits dans une langue facile d'accès. Et puis, ils parlent de quelqu'un qui est un peu déprimé. Et quand le narrateur est déprimé, souvent ça se traduit par... Enfin, j'espère que quand on le lit, on se sent un peu mieux. Bah déjà, je lui dirais, écoute, n'aie pas peur, voilà la tête que tu auras dans quelques années. Ne t'inquiète pas. Tout le monde te déteste, tout le monde te trouve affreux, mais ça ira. Une fois que tu auras laissé pousser ta barbe, on verra plus ton grand menton. Donc il y a un espoir. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Continue d'organiser des fêtes. Te fatigue pas avec les études, ça sert à rien. Mais en revanche, continue à sortir le soir et tu verras, tu deviendras le roi de la nuit. Cher jeune, tu crois sans doute qu'il suffit d'être sur Instagram pour être heureux. Eh bien, je te dis non, ce truc est une escroquerie qui te rend très malheureux. Tout le monde a l'air beau et tout le monde a l'air de s'amuser, tout le monde a l'air d'avoir des vies mieux que la tienne. Et c'est un grand mensonge, c'est une arnaque ce truc. Donc, éteins ton téléphone, éteins ton ordinateur et lis des romans. Les romans, ça te donnera un mode d'emploi pour aimer, pour grandir, pour vieillir, pour voyager. Ça te donnera vraiment beaucoup de clés pour mûrir et être heureux dans la vie. Et moi, ça a marché, alors essaye toi aussi.